Salut tout le monde et bienvenue pour cette seconde partie de la rétrospective Misfits of Science Super Minds, où il sera question aujourd'hui des personnages et de l'histoire. C'est parti pour un petit tour d'horizon. Comme tout l'intérêt de la série repose sur l'interaction entre ces personnages, je vous l'ai dit dans la première partie, il était important pour moi de vous présenter les 7 principaux et leurs interprètes. Et on commence par le chef. Dr. Ace est l'archétype du scientifique cool des années 80. Un peu comme Venkman. Charmeur, amusant, roublard, c'est un généreux idéaliste. Son pouvoir à lui est d'être le chef en fait. C'est un humain, tout ce qu'il y a de plus banal. Toujours prêt à partir au secours de quelqu'un. C'est un vrai gentil, sensible, très insouciant et enthousiaste, un vrai gamin. C'est aussi un très bon sportif. Et il est très doué pour convaincre les autres d'aller dans son sens. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça son pouvoir, le pouvoir de persuasion. Cette haute technologie demande la compétence. Qui est capable de mettre ça au point? Eh ben c'est nous. Les chercheurs, c'est un fait. On est plus performants que n'importe qui dans le monde. Pas mal, hein? Il connaît aussi parfaitement ses acolytes et sait tirer le meilleur parti de leur pouvoir quand le besoin s'en fait sentir. Il a tendance à travailler sur 50 projets en même temps et en finir rarement, mais il est particulièrement doué pour les sciences. Billy est joué par Dean Paul Martin, fils du célèbre acteur américain Dean Martin. Très bon joueur de tennis, il a même formé un groupe pop à 13 ans, Dino, Daisy et Billy. C'est aussi un pilote émérite puisqu'il obtient sa licence de vol à 16 ans et il deviendra pilote de chasse de la garde nationale des États-Unis à 30 ans. Hélas, Dean connaîtra une fin tragique. En 1987, son F4 Phantom s'écrasa et il fut tué sur le coup. Il avait alors 36 ans. Son père ne s'en remettra jamais et prendra sa retraite quelques temps plus tard. En France, il est doublé par Michel Mella, qui est également la voix de Fonzie dans Happy Days. Le Dr. Alvin Lincoln est un scientifique, ça vous le savez. Brillant et perspicace, c'est le bon gars, ultra sympa du groupe. Il est très appliqué dans son domaine, et il apparaît comme le binôme complémentaire du Dr. Ace. En revanche, il est un peu gauche avec les femmes. Il complexe énormément sur sa taille, 2m19, et sa famille et ses amis le poussaient à jouer au basket, forcément vu sa taille. Sauf que lui, au basket, il est nul, du coup il est devenu scientifique. C'est d'ailleurs ce complexe de taille qui va le pousser à chercher le moyen de devenir plus petit. Il y arrive, mais bien au-delà de ce qu'il souhaitait. Son pouvoir lui permet donc de réduire sa taille à 11 pouces, soit un peu moins de 28 cm, dès lors qu'il se touche derrière la nuque. C'est donc un pouvoir assez utile pour pouvoir s'infiltrer où il le souhaite. Il a toujours sur lui un petit survêt, la transformation dure une dizaine de minutes et il peut le faire une fois par heure. Elvin est joué par Kevin Peter Hall, dont la grande taille l'orientait le plus souvent vers des rôles de monstres au cinéma, comme l'ours mutant dans Prophétie de John Frankenheimer. Mais son rôle le plus marquant pour lequel il est connu et apprécié pour tous les fans de l'univers pop est sans aucun doute le Predator de John McTiernan, qu'il reprendra dans sa suite, Predator 2. Il joue aussi le pilote d'hélicoptère à la fin du premier volet. Hélas, Kevin aura aussi une fin tragique puisqu'il mourra d'une pneumonie après avoir contracté le VIH lors du tournage de Predator 2 suite à une transfusion sanguine. Il allait avoir 36 ans, comme dit. Dans la version française, il est doublé par Med Hondo, voix régulière d'Eddie Murphy, mais également de Morgan Freeman. Johnny Bukowski est le mec le plus cool du monde. C'est un musicien de rock'n'roll, sensible et à fond dans tout ce qu'il fait. Dur à vivre, un peu ténu. C'est l'arme fatale de l'équipe. Réticent au début, il suivra les Misfits partout et aimera jouer son rôle de héros. Il est réconfortant et rassurant, très sûr de lui et de ses capacités. Honnête et loyal, il est toujours présent pour aider. Fan de rock, il adore particulièrement Chuck Berry
et la chanson Johnny B. Good. C'est d'ailleurs grâce à une cassette de Chuck Berry que Billy va réussir à l'amadouer dans l'épisode pilote. Johnny vit et dort musique, c'est un passionné. Et c'est mon personnage préféré, comme à peu près tout le public de la série, je pense. À l'origine, Johnny B devait s'appeler Johnny Ray, alias Rayman, mais cela a finalement été abandonné. Ce qu'il faut savoir de Johnny, c'est qu'à la suite d'un concert, il sera victime d'un accident et se prendra une décharge de 20 000 volts. Depuis, c'est une pile ambulante douée de super vitesse. Au début, il se retire dans le désert aride car il ne supporte pas l'eau, et puis finalement, il acceptera son état, et même plus que ça, il s'en régalera. Il est donc capable d'accumuler de l'énergie et de la décharger avec ses mains pour créer des éclairs foudroyants, et il adore ça. Et d'ailleurs, on peut le voir dans l'épisode pilote, où il se charge en électricité en chantant sa musique fétiche, Johnny B. Good. C'est pas vrai. Cette scène est vraiment géniale, elle va lui redonner confiance. Ouais, le rapport de cause à effet est pas fifou, mais c'est dans l'histoire. À côté de ça, il est également capable de courir à une vitesse phénoménale. On ne sait pas exactement à quelle vitesse, mais c'est super rapide. Allez, je kiffe tellement le pouvoir et le rendu visuel que je ne résiste pas à vous en passer un petit florilège. There. But Tyler wasn't listening. He thought there was no way they could catch him. C'est super, non ? Mais les pouvoirs de Johnny ne s'arrêtent pas là. Johnny, c'est aussi une capacité incroyable à garder ses lunettes de soleil en toutes circonstances, même quand il fait sombre. Bon, après, il est vrai que ces lunettes de soleil sont super utiles pour cacher le fait que souvent ses yeux brillent, ce qui est plutôt pratique pour se repérer dans le noir. Johnny est joué par Mark Thomas Miller, issu d'une famille aisée. C'est sans doute l'acteur le plus proche de son rôle dans la vie réelle. Guitariste, solitaire, un peu aventurier, il fait quelques petites apparitions par-ci par-là avant de décrocher le rôle qui le rendra célèbre. Et puis c'est tout. On le verra dans quelques navets, et il mettra un terme à sa carrière en 1991 après un accident. Il est doublé par un doubleur que vous connaissez sans aucun doute si vous avez vu mes autres rétros. Et ce qui fait que je suis encore plus attaché à ce personnage. En l'occurrence, le célèbre Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson et de tellement d'autres. Qu'est-ce qu'elle a, ma voiture? Le témoin de la batterie est allumé. La batterie? J'ai mis une batterie toute neuve la semaine dernière. Qu'est-ce qui lui pompe tout ce jus? Est-ce qu'il luise? Ouais, comme deux lance-flammes. Et puis t'as un look bizarre. Gloria Dinalo est la petite jeune du groupe. Rebelle, très sensible, c'est la protégée de l'équipe. Elle n'a que 17 ans au début, elle a un passé de délinquante puisqu'elle vient du centre de correction pour mineurs. Optimiste, émotive, elle déteste l'injustice. Elle est amoureuse de Johnny, mais lui la considère davantage comme sa petite sœur. Exactement comme à l'école. Ils faisaient tous semblant d'être mes amis, ils disaient qu'ils m'aimaient. Hé, Gloria, on adore tes cheveux. Fais voir comment tu fous tout en l'air. Je t'aime, voyons. Tu es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie d'être une sœur. Tu m'as menti. Tu fais comme tous les autres. C'est pas vrai. Fous-toi de ma gueule maintenant. C'est ce qu'ils ont fait. Non, Gloria. Allez, vas-y. Et puis t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Gloria. Gloria. C'est une puissante télékinésiste et c'est naturel chez elle. Contrairement aux deux autres, ce n'est pas un pouvoir issu de la science ou d'un accident. Au début, elle en a peur, mais elle va le maîtriser au sein des Misfits. Gloria est jouée par la célèbre Courtney Cox, c'était même son
tout premier rôle d'importance. Avant cela, on l'avait vu dans La Croisière s'amuse, et juste après dans Musclor. J'en parle d'ailleurs dans la rétrospective éponyme. Et puis on la reverra dans Cocoon, un film qui a eu son succès dans les années 80. Mais c'est vraiment Super Minds qui l'a révélée. Ensuite, elle a eu la carrière qu'on lui connaît, Friends, Scream et le Botox. Elle est doublée par Marie Vincent, très connue également dans le milieu, c'est la voix de Fran Drescher dans Une Nounou d'enfer, mais aussi de Demi Moore. Jen Miller n'apparaît pas dans tous les épisodes, et elle n'est pas vraiment une misfit. Disons qu'elle est à la porte d'entrée de l'équipe. C'est surtout l'agent de probation de Gloria, spécialisée dans les délinquants juvéniles. Bon, elle fait du social quoi. Elle est très mature et très sérieuse, c'est le garant moral de l'équipe. Dans la série, elle tombe enceinte, ce qui l'empêche d'être sur certaines missions de l'équipe. Jen est interprétée par Jennifer Holmes, qui n'a pas fait grand chose, mais qui est apparue dans quelques séries cultes des années 80, comme Hulk, Chérie fais-moi peur, Fame, K2000, L'homme qui tombe à pic ou encore Madame est servie. Personnellement, j'aimais beaucoup son look dans la série. Alors Miss Nance, c'est la secrétaire de Billy qui nous fait un peu penser à Janine des Ghostbusters. Elle est méticuleuse et consciencieuse dans son travail, ponctuelle, elle vit quasiment sur son bureau, elle y fait ses ongles et lit ses magazines. Miss Nance est jouée par Diane Carey ou Diane Civita, actrice aussi connue pour son rôle d'Harmony Moore dans la série culte V. Ah V, ça aussi faudra que j'en fasse une rétro. Elle a eu aussi d'autres petits rôles comme dans Super Jamie ou l'incroyable Hulk. Elle jouera aussi dans Alf, Les Feux de l'amour et quelques autres séries. Elle est doublée par Amélie Morin, qui est aussi connue pour sa carrière de chanteuse. Docteur S, vous avez des messages. Madame Schmutzkranz, demeurant dans le Wisconsin, a appelé. Son fils n'arrête pas de cracher du feu et elle craint qu'il mette le feu au rideau. Miller, l'homme invisible, a appelé de nouveau. Il dit qu'il est venu vous consulter 6 fois, mais vous passez devant lui sans le voir. Et enfin, il y a Dick, l'administrateur d'Humanidine, et donc le supérieur de Billy. C'est le type qui essaye un peu de ramener Billy sur Terre et de tempérer ses ardeurs. Toujours là pour rappeler le problème financier entourant la société. Il se dispute souvent avec l'équipe, mais il est aussi très loyal. C'est un bon gars qui couvre Billy et le respect est réciproque. Son pouvoir à lui, c'est de dire oui. Et il le dit pas souvent en fait. Non. 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 Dick est joué par Max Wright, qui est un acteur expérimenté lorsqu'il rejoint le groupe, même si on ne l'a pas vu dans des œuvres très marquantes. C'est surtout son rôle de Will Tanner dans Alf qui va l'amener au sommet de sa notoriété. On le retrouvera ensuite dans la mini-série Le Fléau, tirée du bouquin du même nom de Stephen King, et puis il jouera le rôle du premier gérant du Central Perk, Café, où se réunissent les personnages de la série Friends. Hélas, lui aussi nous quittera, cette fois-ci en 2019, d'un lymphome à l'âge de 75 ans. Il est doublé par Julien Thomas, la voix de Len Davis, alias Mason Capwell, dans Santa Barbara. Ouais, ça vous fait une belle jambe. Alors évidemment, des personnages, il y en a eu plein d'autres, un homme de glace, un homme bionique, plein. Et on va en découvrir quelques-uns dans le petit guide des épisodes. C'est parti. Pour cette partie, loin de moi l'idée de vous faire une analyse des 16 épisodes, mais au moins de vous conter quelques infos générales sur chacun. Et on commence donc avec l'épisode pilote. Deep Freeze met donc en scène notre joyeuse équipe qui devra empêcher un militaire d'utiliser un rayon ultra dangereux. Ils croiseront la route d'un homme au pouvoir de glace. On pensait qu'il deviendrait un misfit, mais finalement non. C'est dans cet épisode qu'il y a la superbe scène avec Johnny B qui explose l'armée américaine en chantant du Chuck Berry. Oh, il va se décharger. Dans l'épisode 1, Your Press or Mayan, les Misfits découvrent un temple maya sous Beverly Hills. Et ouais, rien que ça. Ils suivent pour cela les traces d'un pote de Billy, un archéologue au chapeau qui vous fera penser à Indiana Jones. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai dit oh, je crois que je suis coincé. Il est quoi? Il est coincé. Comment ça, coincé? Mais c'est pas possible. Et quand il va grandir alors? Billy, et quand je vais grandir alors? Dans Guess What's Coming to Dinner, on a une classique histoire d'extraterrestre. Dans l'épisode 3, Lost Link, un indigène traverse la moitié de la planète pour déposer un objet dans une navette spatiale américaine afin que son contenu repose en paix en allant vers le paradis. Les Misfits lui prêteront main forte, d'aucuns reconnaissent une parodie du film Les dieux sont tombés sur la tête. Monsieur, bonsoir, voici le flash d'information. Le lancement de la navette spatiale Discovery, porteuse d'une cargaison militaire top secret, a eu lieu ce matin. Notre rédaction vient d'être informée qu'il s'agit de 3 nouveaux satellites d'observation, ainsi qu'une étrange statuette primitive en bois représentant un homme. Le Pentagone reste muet, mais les Soviétiques n'ont pas manqué d'accuser les États-Unis d'utiliser du vaudou spatial dans la course de la guerre aux étoiles.
Dans l'épisode suivant, Sort of Looking for Gina, Johnny B rencontre une fille de la rue, Gina, et déjoueront un odieux attentat tout en naviguant dans les bas-fonds de la ville. Les piles alcalines durent plus longtemps. Bon, eh ben je crois que... on peut y aller, là. Je vais voir si ça marche, maintenant. L'homme qui tombe à pile. Dans l'épisode 5, Sonar Niet So Far, les Misfits aideront un dauphin appelé Donald, qui normalement est plutôt un canard. Bon, là il est très intelligent, donc c'est un dauphin. Et il attire la convoitise de trafiquants de drogue. Alors c'est pas flipper, mais l'épisode, il fait flipper quand même, hein, par sa platitude. Je l'aime pas trop celui-là. Tout ça me rend complètement dingue, tu te rends compte? Mais est-ce que tu m'écoutes au moins? Moi, je trouve que j'ai l'air pas mal habillé comme ça. Hein, tu crois pas que mon nouveau look plairait à Shirley? Après vous, Docteur Croquette, il est complètement cinglé. Après vous, Dr. Tubbs. Dans l'épisode Stir Crazy, les Misfits doivent faire face à des steaks radioactifs qui ont rendu des vieux surpuissants ainsi qu'une souris. Ils découvriront que cela vient d'une météorite. Vous y voyez évidemment une grosse référence à Cocoon. Excusez-moi, je voulais pas éteindre la lumière. Je suis désolé. Johnny, ça va? Tu te sens bien? Je suis en pleine overdose, là. Je ferais peut-être bien de sortir pour me décharger de quelques ampères. Je crois que je vais aller vérifier les fusibles, moi. Johnny B, c'est fusible. Non, c'est trop un garçon. L'épisode suivant, Fumble on the One, est super sympa. Notre équipe est en France sur la côte d'Azur et on y découvre un agent secret bionique qui court super vite, mais pas aussi vite que Johnny. Évidemment, l'homme bionique avec sa course au ralenti nous fait penser à l'homme qui valait 3 milliards, sauf que là il est plus crétin. Et on se rend compte que finalement, Johnny il est plus fort, ça valait pas le coup de foutre 3 milliards dans un cyborg. Tu n'avais pas l'intention de laisser tomber l'équipe, n'est-ce pas? Touchdown. Dans Twin Engines, on a une histoire autour de la moto et c'est encore Johnny qui tient la vedette et qui montre qu'il sait absolument tout faire. Cette fois-ci, il est en motard et il reste super cool. Notez quand même sa capacité à réparer une moto en pleine course. Pas mal. Dans l'épisode 9, l'écologie entre en scène, les Misfits aident un groupe de militants à libérer des animaux et vont devoir récupérer un lapin contaminé très dangereux suite à un odieux plan diabolique. Cet épisode, appelé Grand Theft Bunny, est vraiment sympa à regarder, je vous le recommande. Dans l'épisode 10, nos héros vont essayer d'aider un magicien russe à devenir invisible pour qu'il puisse revoir sa fille qu'il avait laissée à l'Est et qui, par le hasard du calendrier, mais surtout par le hasard du scénario, se retrouve à Los Angeles. Et en plus ça tombe bien, Johnny, encore lui, doit jouer un concert pour la délégation russe de gymnastique dans lequel la fille se trouve. Le hasard quand même, il fait bien les choses. Mais quelle cruche! Dans l'épisode suivant, Once Upon a Night, Johnny B, toujours lui, tombe amoureux et Gloria se fait enlever. Mais quelle cruche je suis! Johnny, lâche maintenant! Dans l'épisode 12, Center of Attention, Elwin doit se mettre au basket, mais je vous l'ai dit, il est nul. Donc il va se faire un petit peu aider par Gloria et ses pouvoirs de télékinésie. Tout ça pour enquêter sur des matchs de cricket. Je peux pas lui faire gagner le match. Mais tu peux pas faire ça, Gloria! Mais tu peux pas les laisser tomber maintenant! La balle monte. L'épisode 13 emmène Billy dans un monde parallèle où tout le monde est différent. Et évidemment, c'est un rêve. C'est un épisode intéressant, fait de flashbacks. Against All Oz, c'est son nom. Fait un peu penser au magicien d'Oz, évidemment. On a trop attendu, hein? L'avant-dernier épisode, le 14, donc intitulé The Avenging Angel, met en scène Gloria, qui utilise son pouvoir pour aider un raté costumé en catcheur mexicain à empêcher un enlèvement. Sauf que notre Gugus croit maintenant que c'est un héros, il croit qu'il a tout fait tout seul, et quand la mafia s'en mêle, cela devient vraiment très compliqué, y compris pour les Misfits.
force que j'ai dans les bras. C'est là qu'il faut frapper. Avec la force que j'ai dans les bras. C'est là qu'il faut frapper. Je n'ai pas le droit de perdre. C'est fantastique et regardez, il se relève. Oh, j'ai jamais vu un courage pareil, il est formidable. Les ta chambre. Oh mon Dieu, il a une clé. Enfin, le dernier épisode permet à Billy de jouer les espions et va même être accusé de trahison à cause d'un mixeur. Et oui, 3 Days of the Blender, les 3 jours du mixeur, fait évidemment référence dans son titre au film Les 3 jours du Condor. C'est l'épisode qui clôture la série, bien qu'en France, tout n'a pas toujours été diffusé dans le bon ordre. J'en ai fini avec Superman, je serais curieux de savoir si c'était une série que vous connaissiez et que vous avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, et si ce n'est pas le cas, allez voir le pilote disponible sur YouTube et donnez votre avis. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. En attendant, prenez soin de vous. Bonne nuit, les lapinous.